On le surnomme le renard du désert. Erwin Rommel devient une légende quand il combat les Anglais dans le désert africain au printemps 1942. Rien ne semble pouvoir arrêter le général préféré d'Hitler. Il est plus téméraire, il est plus audacieux, il est plus tête de mule que tous les chefs de guerre de l'époque. Devant l'objectif de la propagande nazie qui en a fait son idole, il prend la pause. Il adore ça. Rommel est lui-même le premier à avoir créé le mythe Rommel. Il a un talent certain pour l'autopromotion et il va se saisir de toutes les opportunités pour se mettre en avant. Les Anglais eux-mêmes contribuent à forger son mythe, car ils l'admirent autant qu'ils le craignent. Le simple fait de prononcer le nom de Rommel provoquait la terreur. Les Anglais en avaient une peur bleue. En encensant Rommel, on explique pourquoi les Anglais ont essuyé des défaites contre lui. C'est normal, car c'est un génie, un super-humain. Aujourd'hui encore, Rommel est le général allemand le plus connu de la Seconde Guerre mondiale. Pourtant, protégé d'Hitler, intime de la famille Goebbels, il reste une figure du nazisme. Le cœur de Rommel appartient au Führer. C'était un général dont le prestige a servi une des causes les plus abominables du XXe siècle. Bras armé du Troisième Reich, Rommel a-t-il fini par ouvrir les yeux et tenter d'assassiner Hitler? Rommel est un personnage complexe. D'un côté, il est au service d'Hitler. De l'autre, il est le seul à lui désobéir. Trahi par les siens, il connaîtra une fin tragique. Entre ombre et lumière, qui était vraiment Erwin Rommel? Après un conflit sanglant qui a ravagé l'Europe pendant 4 ans, la paix est enfin signée le 11 novembre 1918. L'heure est au règlement de compte. À la table des vainqueurs, on décide que l'Allemagne doit payer. Le traité de Versailles, signé le 28 juin 1919, lui impose de lourdes sanctions économiques. Et son armée est réduite à une portion congrue. To limit their army to 100,000 men. To hand over their fleet, to demilitarize the Rhineland and coastal fortifications. Pour Erwin Rommel, 28 ans, qui s'est illustré au combat, c'est l'humiliation de trop. Le jeune homme a tout fait pour devenir militaire de carrière. Il voit ses perspectives d'avenir s'écrouler. L'avenir est bouché. Il n'y a plus rien à attendre. Des voix s'élèvent dans l'ombre. On commence à dire qu'il faut faire quelque chose contre ce traité de la honte. Rommel estime que l'armée et les soldats ont été trahis par les politiciens qui ont signé l'armistice. Il tient pour responsable de ce traité de la honte la toute jeune République de Weimar. Il partage avec tous ses officiers leur mépris de la démocratie, du parlementarisme, cette volonté d'avoir une grande Allemagne, de la revanche aussi, face à la France. Le corps des officiers éprouve de plus en plus de rancœur. Et évidemment, ça les rend sensibles au discours de l'extrême droite. Une nouvelle ère doit émerger. L'armée allemande doit de nouveau se trouver sur le devant de la scène. Un nom apparaît, Hitler. Hitler promet à l'Allemagne de retrouver sa fierté perdue et de réarmer le pays. L'espoir renaît chez Erwin Rommel. Il peut à nouveau rêver de gloire et de conquête sur les champs de bataille. Pourtant, rien ne prédestinait Rommel à une carrière militaire. Il grandit dans une petite ville du sud de l'Allemagne et connaît une enfance heureuse dans une famille de la moyenne bourgeoisie.
Il est éduqué dans le respect de l'autorité, du sens du devoir, du patriotisme, des choses pas du tout originales pour l'époque. C'est un élève peu rigoureux. Son père le pousse à devenir militaire pour lui inculquer le sens de la discipline. Mais les places sont chères. Il ne fait pas partie de cette tradition militaire prussienne. Il n'a aucun lien avec l'aristocratie comme la plupart des hauts gradés. À l'époque, seuls les aristocrates prussiens ont accès aux postes de prestige dans l'armée. Cette sélection par la naissance exaspère Rommel. Sa rancœur à l'égard des officiers d'état-major de l'aristocratie, ça va durer jusqu'à la fin de sa vie. En 1911, il parvient toutefois à intégrer l'école de guerre royale des élèves officiers de Danzig. À l'école militaire, ses résultats sont très mauvais. C'est un soldat moyen. Par contre, il est bon dans les exercices pratiques, et en particulier dans les situations où il faut se fier à son instinct. C'est grâce à son instinct que Rommel va se révéler dès la Première Guerre mondiale. En août 1918, il est envoyé sur le front franco-belge. Ce baptême du feu est une révélation pour le jeune homme. Dès les premières batailles, c'est un officier qui est plein d'allant. C'est celui qui ne se pose pas de questions, qui va de l'avant et qui joue le tout pour le tout. En octobre 1917, alors que les armées allemandes et françaises s'embourbent à Verdun, le destin donne un coup de pouce à Rommel. Alors il aura la chance aussi de ne pas être enfermé dans la guerre de position, la guerre des tranchées. Il rejoint des troupes d'élite, de chasseurs alpins, où il va se distinguer avec brio. Dans les Alpes, Rommel combat un nouvel ennemi, les Italiens. D'abord allié de l'Allemagne et de l'Autriche, l'Italie s'est finalement ralliée aux Français et aux Britanniques en 1915. Rommel veut en découdre avec ce pays traître. Il a frôlé la mort à plusieurs reprises et a déjà reçu la croix de fer de 2e et de 1re classe. Mais il en veut encore plus. Les médailles, pour lui, c'était quelque chose qui le motivait énormément. Il est extrêmement ambitieux. C'est un chasseur de gloire. Ce nouveau front lui offre des opportunités inédites. L'état-major promet la plus haute distinction, la médaille pour le mérite, pour chaque position prise à l'ennemi. Rommel veut saisir sa chance. L'occasion de se distinguer se présente quand il attaque le mont Matajour. C'est la bataille la plus connue de Rommel, qui parvient à encercler les troupes italiennes. Sa méthode consiste à attaquer au cœur de la défense adverse et de la détruire. Avancer, 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 sans se soucier de savoir si les renforts arrivent. Il se déplace avec des effectifs réduits. L'attaque du fort a duré 48 heures et a fait 10 000 prisonniers. Un exploit, car l'unité que dirige Rommel ne compte que 1000 hommes. Rommel a aussi la chance d'avoir un ennemi qui n'est pas forcément très pugnace. Les Italiens étaient supérieurs en nombre, mais ils étaient découragés. D'après le témoignage de Rommel, les soldats qu'il fait prisonniers étaient bien contents de se rendre, car ils ne voulaient plus combattre. Pour eux, c'était presque une libération. Ce manque de combativité va laisser une trace indélébile dans l'image que Rommel a de l'armée italienne. Ses exploits dans les Alpes lui permettent de décrocher le Graal, la médaille pour le mérite. Il l'obtient en novembre 1917. C'est la plus prestigieuse médaille en Allemagne. C'est exceptionnel. Rommel, qui a occupé plusieurs postes au sein de l'armée à la fin de la guerre, reçoit cette décoration qui a très clairement joué un rôle important dans le fait qu'il s'en sorte quand de nombreux autres officiers perdent leur emploi. 2 millions de soldats allemands ont péri au cours de la Première Guerre mondiale. Des morts d'autant plus inutiles que l'Allemagne sort vaincue du conflit et signe l'armistice le 11 novembre 1918. Le pays est à terre et son armée réduite à une peau de chagrin. Durant ces heures sombres, Rommel ne doit son salut qu'à sa médaille pour le mérite.
Il est l'un des rares officiers à garder son poste dans l'armée. Il devient instructeur, mais s'ennuie dans la routine des casernes. C'est la seule fois de sa vie qu'il aura du temps à consacrer à sa femme, Lucie Molin, qu'il a épousée en 1917. En apparence, ils forment un couple sans histoire. Mais alors qu'il est déjà fiancé, Erwin a une liaison avec une vendeuse de légumes, Walburga Stemmer. Il ne va pas juste se contenter de ses prendre d'elle, il va lui faire un enfant, petite Gertrude. Il en a toujours pris soin et il va se présenter à elle comme son oncle. Homme d'honneur, Rommel veillera toute sa vie à ce que Gertrude ne manque de rien. Mais il ne reconnaîtra jamais en être le père. Et sa fiancée est très compréhensive parce que finalement, elle va accepter l'idée que son jeune mari est déjà une fille naturelle. Rommel n'aura qu'un seul fils légitime, Manfred, né en 1929. La vie de famille ne saura jamais combler entièrement cet homme. Le 30 janvier 1933, Adolf Hitler est nommé chancelier. Rommel accueille avec enthousiasme la nouvelle. C'est un grand jour pour lui, écrit-il, quand Hitler arrive au pouvoir. Pour Rommel, Hitler est sans doute le nouveau Bismarck, celui qui va unifier la société qui a été divisée par la République de Weimar. Dès son arrivée au pouvoir, Hitler remilitarise le pays et lance une course à l'armement. Cela signifie que de nouvelles perspectives se présentent pour les soldats, dont le sort change radicalement sous Hitler. On peut de nouveau faire carrière dans l'armée. C'est un élément fondamental. Disons-le clairement, on apprécie Hitler au sein de l'armée. Rommel est commandant d'un régiment dans la ville de Goslar quand un événement va bouleverser sa carrière. Il se trouve qu'Hitler vient inspecter les troupes en septembre 1934. Et dans les préparatifs, il était prévu que des troupes de la SS défileraient en tête pour assurer la protection du Führer. Rommel ne se laisse pas décontenancer, malgré la présence d'Himmler, Goebbels, donc les grands ténors du parti, du gouvernement. Il exige que ce soit ses troupes qui défilent. Et il va obtenir gain de cause grâce à Goebbels, Joseph Goebbels, le ministre de la Propagande, qui va tout de suite voir en Rommel un officier énergique qui sort de l'ordinaire. La rencontre est brève, mais décisive. La détermination de Rommel séduit les proches d'Hitler et surtout, le Führer en personne. Durant cette rencontre à Goslar, les deux hommes éprouvent une sympathie réciproque. Il y a beaucoup de raisons à cela. La première est que tous deux viennent de la classe moyenne. Ils parlent tous deux dans un dialecte. Ils ont la même taille et surtout tous deux ont combattu pendant la Première Guerre mondiale. En fait, il correspond exactement à ce que Goebbels et Hitler veulent, c'est-à-dire des officiers jeunes, dynamiques, comme il a été pendant la Première Guerre mondiale, qui ne sont pas des aristocrates et qui sont très nationalistes aussi et qui sont prêts à suivre un peu l'homme nouveau. Hitler n'oublie pas ce jeune homme volontaire. Il va propulser sa carrière et sceller à la fois sa gloire et sa perte. Les promotions de Rommel vont être fulgurantes dans les années 30 sous le Troisième Reich. En 1936, Rommel est chargé d'assurer la sécurité d'Hitler au rassemblement du parti nazi à Nuremberg. Une mission prestigieuse dans l'Allemagne du Troisième Reich. À la fin des années 30, Hitler ne cache plus ses velléités de conquérir l'Europe. Il a annexé l'Autriche lors de l'Anschluss en mars 1938. En septembre, prétextant libérer les populations germanophones de Tchécoslovaquie, il s'empare de la région des Sudètes. Rommel
qui s'est de plus en plus rapproché de lui, fait partie de sa garde personnelle lors de cette invasion. Rommel est enthousiasmé par ce qu'il voit. Il est à l'état-major d'Hitler, alors il en est heureux. Il a la satisfaction aussi, comme il écrit à sa femme, de pouvoir donner son avis parfois au Führer. Il mange avec lui. Il n'adhère pourtant pas au Parti national-socialiste, cas exceptionnel dans l'entourage d'Hitler. Ce n'est pas un idéologue, mais un militaire prêt à obéir aveuglément aux ordres d'un Führer qu'il admire. Rommel est naïf politiquement. Il ne comprend pas grand-chose à la politique. La vision du monde de Hitler, son idéologie des races avec le surhomme arien et le sous-homme juif, cela ne parle pas au militaire Rommel. Ça ne le touche pas. Rommel ne s'intéresse qu'aux questions militaires. Il se tient prêt à obéir aux ordres. Un point, c'est tout. Quand les nazis envahissent la Pologne en septembre 1939, Rommel n'est sensible qu'à l'efficacité de l'armée allemande sans jeter un regard aux souffrances de la population civile. Dans les lettres que Rommel envoie à sa femme durant cette période cruciale, il ne parle que des opportunités nouvelles qui s'offrent à lui pour propulser sa carrière. En Pologne, il a pu observer l'efficacité de la Blitzkrieg, la guerre éclair, qui consiste à emporter une victoire décisive et rapide en envoyant toutes ses forces armées, terrestres et aériennes, sur un même front. The infantry advanced in forced marches of 35 miles a day, and 2 days later relieved the panzers about Warsaw. L'agression de la Pologne conduit la France et l'Angleterre, pays alliés, à enfin déclarer la guerre à l'Allemagne nazie. Rommel exulte. Cette fois, il ne va pas être un simple observateur, mais retourner au combat. Et dans les meilleures conditions possibles. Sa proximité avec Hitler lui permet de demander ce qui se fait de mieux, le commandement d'un bataillon de chars. C'est clairement Hitler qui permet à Rommel de prendre le commandement de la 7e division de blindés en 1940. Rommel n'aurait jamais obtenu une telle charge sans l'intervention personnelle d'Hitler, car il n'avait aucune expérience des unités de blindés. Il va avoir entre ses mains ces formidables outils militaires, qui pourtant rares, il n'y a que 10 divisions blindées en 1940. 26 ans après la Première Guerre mondiale, l'heure de la revanche a enfin sonné. En mai 1940, Rommel, à la tête de la 7e division blindée, attaque la France via la Belgique. Il a 49 ans, mais son envie de vaincre l'ennemi d'hier n'a pas pris une ride. Il fonce tout droit, et souvent, il a beaucoup de chances de s'en tirer, car il ne fait vraiment pas attention à ce que les autres font, et il ne sait pas où ils sont. Il ne sait jamais où se trouvent les autres formations. Alors que les Français attendent la Wehrmacht sur la ligne Maginot, Rommel est le premier à atteindre la Meuse, 4 jours seulement après le début de son offensive. Il se trouve à un moment donné à plus de 30 km de son arrière-garde qui a du mal à suivre. Ses troupes vont être souvent à court de carburant, doivent s'arrêter. Ces arrêts forcés sont les seules choses qui ralentissent sa progression. Les Français n'avaient absolument pas l'habitude de ce type de guerre. Ils étaient complètement perdus. Dès le départ, Rommel mène des combats fantômes. On ne parvenait pas à l'attraper. Les Français n'arrivaient pas à l'atteindre. Mais c'est pareil pour l'état-major allemand. L'unité de blindés qu'il commande est si imprévisible qu'elle est rapidement surnommée la division fantôme. C'est la division fantôme parce qu'on ne sait pas toujours où se trouve Rommel et son unité. Son avancée en France est spectaculaire. Le 10 juin, la 7e division blindée est la première à atteindre les côtes de la Manche, près de Fécamp. Le 16 juin,
Elle traverse la Seine près de Rouen, atteint Cherbourg le 18, puis La Rochelle le 22. On June 16th, Pétain asked for an armistice. The news is carried to Hitler, who received this word of a great nation's fall in a characteristic manner. En seulement 5 semaines, l'armée nazie a vaincu la France. Rommel va s'avérer être en fait un des meilleurs généraux de division de la campagne de 1940. Et c'est grâce notamment à sa manière de se battre, à ces opportunités qu'il va prendre, que la Blitzkrieg va réussir. Pendant la Première Guerre mondiale, Rommel a cherché les médailles. Il veut désormais construire sa légende. Il est le seul général à faire campagne avec un appareil photo. Il prend des photos et il adore se faire prendre en photo. Et si on l'a photographié alors qu'il estime qu'il n'était pas dans une position avantageuse, il va exiger qu'on le reprenne en photo. Dès le départ, c'est quelqu'un qui est doué pour l'autopromotion. Rommel accepte avec enthousiasme de participer au film commandé par le ministre de la Propagande Joseph Goebbels, Sieg im Westen, La victoire à l'Ouest. C'est un film de propagande qui est tourné à l'été 1940, immédiatement après la campagne de France. Le scénario suit en partie la 7e division blindée de Rommel, donc la division fantôme. Rommel, il est derrière la caméra, il donne des conseils au caméraman afin qu'il puisse recréer ou filmer des scènes qui semblent le plus réelles possible. C'est là que la propagande commence doucement à mettre cet homme en lumière, mais tout doucement, dans une petite mesure. La première du film Victoire à l'Ouest a lieu en février 1941 à Berlin. Rommel ne peut pas y assister. Il vient tout juste d'être envoyé par Hitler sur un nouveau front, de l'autre côté de la Méditerranée, en Libye. Depuis 1911, la Libye est une colonie italienne. Mussolini, allié de l'Allemagne nazie, veut aussi sa part de gloire et a attaqué l'Égypte voisine, alors colonie britannique. Mussolini rêve de refaire l'Empire romain avec le Mare Nostrum. C'est un fiasco total pour l'armée italienne, vite repoussée par les Britanniques qui pénètrent à leur tour en Libye. Il faut empêcher les Britanniques de s'emparer de ce qui reste de cette colonie italienne en Libye. En 10 jours, la Grande-Bretagne inflige un tel revers aux troupes italiennes qu'elle est sur le point de conquérir toute la Libye. Or, la Sicile se trouve à 1000 km seulement des côtes africaines. Les Anglais pourraient alors lancer des attaques dans le sud de l'Italie et déstabiliser le principal allié d'Hitler, Mussolini. Mussolini aurait pu être renversé. Tout le flanc sud de l'Europe aurait été exposé à des attaques britanniques. Ça aurait été une catastrophe pour Hitler. L'Afrique avait un rôle stratégique bien précis, très important, et on ne pouvait pas se permettre d'ouvrir un nouveau front en Italie. La situation est tellement préoccupante pour l'Italie que Hitler décide d'envoyer du renfort. Un corps expéditionnaire allemand dirigé par Rommel. Hitler veut impressionner son ami italien en lui envoyant un de ses généraux les plus talentueux et les plus téméraires. Rommel arrive à Tripoli, la capitale libyenne, le 12 février 1941. La situation est pour le moins cocasse, car il doit composer avec l'armée italienne. L'ennemi d'hier, ce pays que Rommel a jugé si peu combatif durant la Première Guerre mondiale, est désormais son allié au sein de l'Africa Corps, l'unité italo-allemande mise en place pour repousser les forces britanniques.
Officiellement, Rommel doit obéir aux généraux italiens, mais c'est seulement sur le papier, car Rommel se fiche du haut commandement italien et n'en fait qu'à sa tête. Mais formellement, il ne fut jamais le chef de cette armée. Son statut de favori d'Hitler lui permet de passer outre les ordres de ses supérieurs italiens, pour lesquels il n'a que mépris. Il avait du respect pour les soldats. Avec les autres, ses rapports étaient moins bons, en particulier avec l'état-major, qu'il ne pouvait pas supporter. Il se comportait vraiment comme une ordure finie. Il traitait ses collaborateurs comme des moins que rien. Il écrit que les soldats italiens sont des lions, les officiers des saucisses et les généraux du fumier. Rommel a des raisons objectives de critiquer l'armée italienne, dont l'équipement obsolète n'est pas adapté aux conditions climatiques du désert. Les forces armées italiennes à l'époque, il faut bien l'admettre, ont de gros problèmes. Ce n'est pas que les troupes manquent de courage ou de force physique. Les soldats sont même très vaillants. Ils se contentent de peu et doivent se débrouiller avec ce qu'on leur donne. Ils endurent des privations qui auraient conduit toutes les autres armées à se rebeller. À vrai dire, Rommel ne dispose pas non plus de beaucoup d'unités de chars ni d'hommes. Mais il sait que la guerre se gagne aussi psychologiquement et déborde d'imagination pour impressionner les Anglais. Il use de ruses à plusieurs occasions. Ça commence avec la parade dans Tripoli. Il laisse défiler les mêmes chars 3 fois de suite, en changeant simplement leur numéro à chaque passage. Il fait maquiller des Volkswagen en panzer, en faisant des constructions en bois ou en toile, pour tromper l'ennemi en cas de reconnaissance aérienne. Rommel trafique des camions sur lesquels il fait monter des moteurs d'avion et des hélices. Ça dégage beaucoup de poussière pour donner l'impression aux Anglais qu'un bataillon de chars allemands part à l'assaut. Rommel n'est pas en Libye pour seulement faire illusion. En avril 1941, il passe à l'offensive et repousse les Anglais et leurs troupes du Commonwealth. En quelques semaines, ces derniers se rabattent près de la frontière égyptienne. Rommel avance rapidement. Il n'écoute pas les directives. Il part à l'offensive et se dirige vers Tobrouk, dans la Cyrénaïque. General Rommel hat den Ansturm der britischen Elitetruppen erfolgreich abgewehrt und ist nun zu einem Gegenstoß angetreten. Les gens en Allemagne sont ravis de voir à quel point ils ont fait une telle progression, une telle avancée en Afrique du Nord. Mais dans le désert, avancer de 1000 ou 2000 km, ça ne veut rien dire. Sur le plan tactique et opérationnel, Rommel ne modifie pas grand-chose dans sa méthode. Peu de choses ont en fait changé entre la Première et la Seconde Guerre mondiale. Sa stratégie de combat se base sur l'effet de surprise et, si possible, sur l'encerclement. Impressioni di un glorioso itinerario. I segni della disordinata fuga dei soldati del Napoleone del deserto sono dovunque. Pourtant, dès le début de la campagne d'Afrique, Rommel a de gros problèmes d'approvisionnement. Les navires italiens, chargés de la logistique, sont régulièrement coulés par l'armée britannique avant d'arriver en Libye. Le matériel abandonné par les troupes anglaises est donc une bénédiction pour l'Africa Corps. Les 2 chars de commandement de Rommel étaient anglais. Il les a appelés Max et Moritz. C'est aussi dans les stocks anglais que Rommel s'est procuré ses fameuses lunettes pour se protéger du sable. Même ses jumelles ont été récupérées dans les stocks anglais. Un grand merci aux Britanniques pour cet équipement.
En avril 1941, Rommel a reconquis toute la région de la Cyrénaïque. Seule une place forte résiste, Tobrouk. C'est un poste clé. Il est essentiel de prendre Tobrouk parce qu'elle se trouve aux portes de l'Égypte. La ville de Tobrouk coupait la voie côtière sur une trentaine de kilomètres. Si on devait éviter Tobrouk, il fallait faire un détour par le désert d'une 80aine de kilomètres. Rommel pense la victoire facile, mais les forces du Commonwealth lui opposent une résistance farouche. Il est tellement convaincu que la bataille va être brève qu'il dit « Je ne me rase pas la barbe. Je le ferai une fois à Tobrouk. » Il est resté assez longtemps avec une longue barbe. Après un siège de 3 mois, Rommel prend enfin la citadelle le 21 juin 1942. C'est la grande victoire de Rommel, la grande victoire de l'Africa Corps. Quand Tobrouk tombe enfin, c'est une grande nouvelle. Si vous travaillez pour les services de propagande allemands, c'est du pain béni en cette fin mai, début juin 1942. Tobrouk, 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 il n'y a rien de mieux. En ce début d'été 1942, l'Allemagne nazie commence à essuyer de sérieux revers sur un front bien plus important à ses yeux que la Libye. En juin 1941, elle a violé le pacte de non-agression germano-soviétique et attaqué l'URSS lors de l'opération Barbarossa. Mais elle n'est pas arrivée à prendre Moscou et s'enlise dans la guerre à l'Est. Il fallait détourner l'attention de la campagne de Russie. Le front de l'Est tournait à la catastrophe à l'hiver 1941. On avait besoin d'un contrepoids face à cette guerre glaciale, sanguinaire, qui n'en finissait pas. L'Afrique faisait très bien l'affaire. Il faisait chaud et on avançait. On veut mettre l'accent sur le côté exotique. Le désert, le sable, l'architecture des bâtiments qui sortent de l'ordinaire pour les Allemands. C'est mieux pour la propagande de montrer des soldats bronzés sous des palmiers qui font cuire des œufs au plat sur les blindages des chars que de montrer des soldats frigorifiés dans leurs vêtements d'été en Russie. Hinein in das Bad der Kleopatra, das schon im Altertum als Heilquelle berühmt war. La propagande autour de Rommel connaît alors son apogée. Surnommé le renard du désert, il devient maréchal des mains d'Hitler et fait la une de la presse allemande. Il est photogénique, il a aussi sa marque avec ses lunettes qu'il met sur sa casquette. Il sait aussi se positionner par rapport aux différentes caméras, aux photos, pour se mettre en valeur. Les cartes postales à son effigie s'échangent avec ferveur en Allemagne, où l'on s'arrache les albums photos sur la campagne d'Afrique. La chanson sur l'Africa Corps devient quasiment un hymne national. Le mythe Rommel ne touche pas seulement l'Allemagne, il est mondial. Les Anglais, à la seule prononciation du nom de Rommel, ont peur. Il se crée alors un effet médiatique, l'un des premiers effets médiatiques de l'histoire, autour d'un personnage. Churchill lui-même reconnaît en Rommel un très grand général dans les débats au Parlement. Et cette façon de participer à l'édification du mythe Rommel est dangereuse, car ça véhicule l'idée qu'il est invincible. Churchill ne se laisse pas abattre pour autant et va tout mettre en œuvre pour arrêter la progression du renard du désert. Pour l'Africa Corps, la victoire semble désormais acquise face aux Anglais dans le désert. Mussolini décide même de se rendre en Libye.
Il est persuadé qu'il va entrer triomphalement au Caire et régner sur un nouvel empire romain. Mussolini reste en Afrique 3 semaines. Et durant ces 3 semaines, il fait tout pour rencontrer Rommel. Et Rommel le snobe totalement. Rommel, au sommet de sa gloire, peut tout se permettre, même d'ignorer le plus proche allié du Führer. Il n'y a de la place que pour un seul César, et ce sera lui. Là, il a la possibilité, avec les Italiens, d'envisager la conquête de l'Égypte. Après Alexandre, après Napoléon, eh bien, il aurait pu y avoir Rommel, c'est ce qu'il veut. Il a élaboré un grand plan de campagne, conquérir l'Égypte, traverser Suez, et ensuite progresser à travers la Perse et déboucher par le sud du Caucase. L'idée de Rommel est de s'emparer des puits de pétrole du Caucase et de prendre les Russes en tenaille. Mais ce grand projet n'a rien à voir avec la stratégie d'Hitler. Du point de vue allemand, le front en Méditerranée a toujours été un théâtre secondaire, car l'obsession d'Hitler, c'est la Russie. Par conséquent, même si Rommel a de grandes ambitions, il ne recevra jamais les renforts nécessaires pour accomplir sa mission. Rommel n'a pas compris que l'aide n'arrivera jamais. Pour les troupes qui avancent dans des conditions extrêmes, les forces déclinent. Ils ont faim, ils ont soif, les approvisionnements se font rares, les tempêtes de sable, les maladies, c'est pas le paradis sur Terre. L'un des problèmes, c'est qu'entre Tripoli et les autres localités sur le front, les distances sont énormes. C'est évident que dans le désert, Rommel ne comprend pas vraiment les problèmes de logistique. Il n'y a rien dans le désert. Il faut tout emporter avec soi. Plus vous avancez, plus vous avez besoin de convois pour ravitailler les troupes au front. Et les convois passent leur temps à faire des allers-retours. La plupart du temps, cela signifie que vous brûlez 18 litres d'essence, sans doute plus, pour apporter un peu moins de 4 litres de pétrole sur le front. À l'automne 1942, l'Africa Corps est bloqué devant El Alamein. À ce moment-là, en septembre-octobre 42, la campagne est de toute façon perdue. Mais ils n'en ont pas conscience. À El Alamein, les Britanniques ont eu le temps de préparer leur contre-offensive. Ils ont toutes les cartes en main. La disproportion des forces est importante, pratiquement de 2 pour 1 au niveau des hommes, de 5 pour 1 au niveau des blindés, 4 pour 1 au niveau de l'aviation. À leur tête, Churchill a nommé un nouvel homme, Montgomery. Il comprend tout de suite la nature de cette armée et fait en sorte que les soldats croient à nouveau en eux et en leur équipement. L'atout décisif de Montgomery, c'est le génie des services secrets britanniques. En juillet 1942, ils sont parvenus à décrypter le code utilisé par l'armée allemande pour communiquer. Enigma. Pour couronner le tout, arriver à déchiffrer Enigma va se révéler d'une valeur inestimable. Le rôle joué par les services de communication va permettre aux Anglais de tendre une embuscade et de faire échouer la dernière offensive de Rommel. Ça permet aux Britanniques de savoir exactement où se trouve Rommel et ce qu'il envisage de faire. Montgomery n'a plus qu'à attirer Rommel dans le piège qu'il lui tend à El Alamein. En octobre 1942, il parvient enfin à arrêter l'Africa Corps. À cet instant, Rommel comprend que l'issue de la guerre est scellée. Il écrit une lettre à Hitler plutôt amère. Hitler lui envoie un télégramme en retour. Confirme, tenir El Alamein, la victoire ou la mort, un ordre criminel. Il n'avait aucune chance. Ne pas se retirer aurait signifié un désastre pour ses troupes. Il a donc désobéi à Hitler. C'est la première fois que Rommel désobéit à Hitler.
il décide de sauver la vie de ses hommes et de retirer ses troupes sans en informer l'état-major allemand. Cette retraite sonne le glas de l'Afrika Korps victorieuse. Et c'est un bel exploit parce que c'est une retraite bien organisée, méthodique, de plus de 2000 km. Pour de nombreux historiens militaires, cette retraite de Rommel en Afrique du Nord est son plus grand fait militaire. Empêcher ses troupes de se faire massacrer par un ennemi en plus grand nombre, ce n'est pas si simple. En 2 mois, Rommel permet à ses troupes de se retirer jusqu'en Tunisie. Il ne reviendra jamais en Libye, théâtre de ses plus grandes victoires, mais aussi tombeau de 100 000 soldats italiens et allemands. La plupart des soldats qui sont morts, qui se sont sacrifiés pour Rommel, sont italiens. En Tunisie, l'Afrika Korps est prise en tenaille par les forces alliées. By 7 a.m., resistance at Algiers was finished. British and American troops had landed east and west of the city. Le 8 novembre 1942, les Anglais et les Américains ont débarqué au Maroc et en Algérie. Après 7 mois de combats acharnés, ils chassent définitivement les troupes italo-allemandes d'Afrique du Nord en mai 1943. Il est temps d'exfiltrer Rommel. On ne veut pas que le nom de Rommel soit associé à ça. D'autres pouvaient capituler à sa place. En plus, il est exténué, il faut le dire. Il avait besoin de repos de toute façon. De retour dans sa famille en Allemagne, Rommel a l'interdiction de se montrer en public. Personne ne doit savoir qu'il est là, allemand comme allié. Il prend ça un peu bizarrement parce qu'en fait, il s'inquiète. Le Führer ne me demande plus rien, enfin, il a l'impression d'être sur la touche. Il se plaint de ne plus avoir la confiance du Führer. Si Hitler peut pardonner à quelqu'un, si tant est qu'on puisse utiliser ce terme, il pardonne Rommel, parce qu'il a besoin de quelqu'un comme lui. Il l'utilise jusqu'au bout. Fin 1943, les cartes ont été redistribuées. L'armée allemande a été chassée d'Afrique du Nord et elle est repoussée sur le front russe. Hitler change complètement de stratégie et concentre désormais ses efforts de guerre contre les États-Unis et l'Angleterre. Il rappelle enfin Rommel et le charge d'inspecter le mur de l'Atlantique afin d'empêcher un débarquement des Alliés. Lorsqu'il entre en fonction, le système de fortification est très limité, très sommaire. Il découvre qu'en fait, le mur d'Atlantique, c'est rien du tout. C'est juste une image de la propagande. Rommel installe son quartier général au château de la Roche-Guyon, dans le Val d'Oise, et part immédiatement sur les routes. Pendant 5 mois, il sillonne les côtes de l'Europe de l'Ouest, du Danemark à la Normandie, et ne ménage pas ses efforts pour renforcer les défenses allemandes. Rommel abatte un travail énorme dans le peu de temps qui lui est imparti. N'oublions pas qu'il a accompli tout ça en 5 mois. Il renforce les défenses sur toute la côte française. Quand il arrive en novembre 1943, il n'y a que 23 000 mines. Il y en a 250 000 en juin. Début juin 1944, il décide de s'accorder un répit. Il part en Allemagne rejoindre sa femme Lucie. Lucie fête ses 50 ans. Son plus grand souhait est que son mari soit présent à ses côtés ce jour-là. Les prévisions météorologiques sur la Normandie sont exécrables. On annonce une tempête sur la Manche. Il semble donc impossible que les Alliés tentent de débarquer, vu les conditions climatiques. Et pourtant, le débarquement a lieu. Le 6 juin 1944, Erwin Rommel savoure un moment en famille dans sa maison d'Erlingen, près de Stuttgart. Il a cette faculté de ne pas être là dans les moments cruciaux. Il nous devra apprendre
la nouvelle du débarquement qu'au matin du 6 juin, il était 10h15, je crois. Rommel rentre en France immédiatement, mais trop tard. Les Alliés ont débarqué et se sont établis sur une trentaine de kilomètres dans le bocage normand. Rommel repart au front. Le 17 juillet 1944, près de Caen, sa voiture est prise en chasse par des avions anglais. Touchée, elle s'écrase dans un fossé. Le chauffeur est tué, Rommel s'en sort, mais il est grièvement blessé au crâne. Il survit par miracle. 3 jours après son accident, il apprend une terrible nouvelle qui aura une incidence fatale pour lui. Le 20 juillet 1944, Hitler a échappé de justesse à un attentat fomenté par des officiers de la Wehrmacht. Lorsqu'on l'informe du coup d'État manqué du 20 juillet 1944, Rommel est estomaqué. Pas une seule fois il va excuser les conjurés ou prendre parti pour eux. À Berlin, on cherche des coupables. Contre toute attente, les regards se tournent rapidement vers Rommel. Les conspirateurs du 20 juillet s'étaient rapprochés de Rommel parce qu'il était très populaire. Ils se disent que si cet homme, tellement aimé et apprécié en Allemagne, se rallie à leur cause, il devrait arriver à se débarrasser d'Hitler. Mais ils ne lui disent pas clairement qu'ils veulent tuer Hitler. La famille de Rommel, comme les historiens, s'accordent sur le fait qu'il n'aurait jamais intenté à la vie du Führer. Son sens de la loyauté rend très peu probable son implication dans le complot. Pourtant, son nom apparaît dans de nombreuses dépositions que la Gestapo obtient sous la torture. Après l'attentat du 20 juillet, l'atmosphère est électrique et la Gestapo cherche des coupables à arrêter dans tout le pays. Il est pris dans cet engrenage. Hitler, acculé sur tous les fronts, de plus en plus paranoïaque, ne fait plus confiance à personne. Pas même à son général favori. Le 14 octobre 1944, il lui envoie 2 émissaires. Rapidement, la maison de Rommel est entourée. À midi, 2 généraux allemands se présentent à lui pour lui notifier que son nom apparaît dans la liste des conspirationnistes. C'est alors que se produit la tragédie absolue. Il lui laisse le choix suivant. Ou bien qu'il défend sa cause devant le tribunal populaire et risque des représailles contre les membres de sa famille, ou il accepte de se donner la mort par poison, mais sauve les membres de sa famille. Il a 10 minutes pour réfléchir. Il veut protéger sa famille. Il accepte ce suicide qu'on lui impose. C'est un moment terrible pour sa famille. Cet homme accepte de se donner la mort comme ultime acte de courage pour sauver sa famille. Rommel quitte sa maison avec son bâton de maréchal. Et quelques minutes plus tard, il meurt avec son bâton de maréchal entre les mains. Rommel a avalé du cyanure. Son certificat de décès stipule qu'il est mort d'un arrêt cardiaque. Il faut préserver les apparences. Le général préféré du Führer a même droit à des funérailles nationales le 16 octobre 1944. The show must go on. On veut simplement montrer aux Allemands que la guerre n'est pas terminée, mais qu'un grand général est mort. Tout a été parfaitement mis en œuvre. Mais ni Hitler ni Goebbels n'assistent aux obsèques. Rommel est définitivement tombé de son piédestal. Sa mémoire aurait pu sombrer dans l'oubli. Elle va renaître de la façon la plus surprenante.
Au début des années 50, la paix semble enfin revenue dans le monde. Mais très vite, les États-Unis font face à un nouvel ennemi, le communisme. Après la Seconde Guerre mondiale, on se retrouve rapidement dans un contexte de guerre froide où l'Union soviétique, l'allié de circonstance, devient clairement l'ennemi et pose un danger pour la sécurité de l'Europe occidentale. L'OTAN veut que l'Allemagne de l'Ouest intègre son organisation. Il devient donc important que cette nouvelle armée allemande ne soit pas associée aux atrocités commises sur le front de l'Est. Pour justifier le réarmement de l'Allemagne de l'Ouest, il faut montrer que tous les Allemands n'ont pas été d'horribles nazis qui ont commis des massacres de populations civiles. Pendant la guerre froide, il faut trouver un Allemand respectable. Les vétérans des deux camps, tant ceux de l'armée britannique que de l'Afrika Korps, ont sans doute joué un grand rôle après-guerre, en répétant qu'il s'agissait de combats entre gentlemen. En fait, Rommel est un mythe de la guerre froide. Un mythe savamment construit par ses anciens ennemis. Même Hollywood s'en mêle. En 1951, le film d'Henry Hathaway, The Desert Fox, le renard du désert, fait de Rommel un héros en Amérique. Got to go away now, and I won't be back. Do you want me to tell you any more? There's no way out. Il faut le reconnaître, le mythe Rommel s'en sort plutôt bien à l'épreuve du temps. Rommel repose aux côtés de sa femme Lucy dans le petit cimetière d'Arlingen. Malgré la fin de la guerre froide et sa proximité avec les dignitaires nazis, Rommel a toujours des admirateurs dans le monde entier qui viennent se recueillir sur sa tombe.